il s'agit maintenant de parler de pollution diffuse, qui est le deuxième enjeu identifié dans l'état des lieux de 2019, qui pose véritablement problème sur le bassin. Alors, excusez-moi, petit problème technique. Voilà, je reviens. Enjeu qui n'est pas des moindres, qui consiste d'une part à protéger les captages, mais les captages d'eau potable, d'alimentation pour l'eau potable, et aussi de protéger l'ensemble du bassin de ces pollutions diffuses. Donc, cette orientation, elle identifie les outils à mobiliser pour arriver à atteindre un objectif de 50% de surface des aires d'alimentation de captage. Donc, c'est ces aires qui permettent qui alimentent les eaux souterraines pour chaque captage à 50%, donc en favorisant les cultures à bas niveau d'intrants pour réduire l'impact des nitrates et des pesticides. Et là-dessus, les collectivités sont attendues pour impulser la mise en place de filières à bas niveau d'intrants, favoriser, comme je le disais tout à l'heure, des nouvelles filières, voilà, avec tous les débouchés que ces filières peuvent comporter. Donc, ces cultures à bas niveau d'intrants, c'est bien sûr l'agriculture biologique, l'herbe, la prairie, la luzerne, le sainfoin, le chanvre, le sarrasin, enfin voilà, toutes ces cultures qui sont un peu alternatives, et aussi la biomasse, le bocage, voilà. Donc, l'objectif est vraiment d'atteindre 5% de ces captages prioritaires, et réduire aussi l'impact sur l'ensemble du bassin, puisqu'il n'y a pas que les captages qui sont touchés, mais aussi les cours d'eau, les sols. Donc, réduire ces flux de nitrates pour notamment agir sur l'impact final qui se trouve en mer, et dont je vous ai parlé tout à l'heure, en introduisant cet objectif de réduction des flux dans les programmes régionaux d'action nitrate, en réduisant aussi l'utilisation de pesticides via les différentes pratiques culturelles dont je viens de parler, et participer, et bien évidemment, c'est très important, à l'horizon du changement climatique, à la réduction des ruissellements et de l'érosion, en préservant les éléments fixes du paysage, que sont les haies, les fascines, les mares et autres types d'hydraulique douce de ce type-là. Et donc là, ça demande effectivement un travail de tous les acteurs de terrain, les propriétaires, les exploitants, les syndicats qui gèrent la GEMAPI ou qui ont pris la compétence ruissellement. Voilà. Donc, et je pense qu'on va avoir une illustration à la fin de mon propos que j'ai terminé. Merci Jean-Baptiste. Pour la suite, je propose que tu n'interviennes plus, hein, pour équilibrer un peu plus. Non, plus sérieusement, pour illustrer ce sujet, nous avons décidé de parler d'un outil assez récent qui peut être mobilisé par les acteurs sur un territoire. Donc c'est les paiements pour services environnementaux. Et pour en parler, je passe la parole de façon virtuelle à Anne-Louise Guillemin, que vous connaissez déjà, et Jérôme Ratterson, qui est chargé d'opération à la direction territoriale de l'Agence de l'eau à Rouen. Bonjour Monsieur Ratterson, vous travaillez à l'Agence de l'eau à Rouen. Est-ce que vous pouvez nous présenter concrètement qu'est-ce qu'un paiement pour service environnemental ? Bonjour à tous. Alors, un paiement pour service environnemental est une transaction entre un bénéficiaire d'un service et un fournisseur de services. Alors, c'est une transaction volontaire, bien évidemment, mais qui suppose deux choses. La première, que le bénéficiaire du service définisse bien le service environnemental qu'il attend, c'est-à-dire qu'il décrive bien s'il s'agit d'une préservation de la qualité de la ressource en eau ou la préservation d'un milieu naturel. Il y a plusieurs possibilités, faut-il encore bien les définir. Et deuxième part, il faut que le fournisseur de services soit bien en capacité d'identifier les leviers techniques qu'il peut mobiliser pour fournir ce service et à quelles conditions de rémunération. Et c'est bien en confrontant les attentes du bénéficiaire du service et les possibilités
du fournisseur de service que cette contractualisation peut être mise en place avec à la clé une rémunération. Alors, pour vous illustrer un petit peu la façon de concevoir ce type de paiement, je vais prendre l'exemple d'une situation qu'on a pu développer depuis 2016 dans le cadre d'un projet Interreg sur le territoire du Tremblay-Aumonville, donc sur le plateau du Neubourg, qui est une AAC donc, avec un enjeu nitrate. L'objectif pour le syndicat d'eau était de pouvoir fournir et de pouvoir avoir une eau propre, c'est-à-dire en dessous des 50 mg par litre au niveau de son captage. Sachant qu'on est sur un captage d'eau souterraine et que le temps de transfert dans la craie est de 30 ans, il ne pouvait pas être utilisé, l'indicateur de qualité d'eau au captage, pour juger de la fourniture du service ou pas par les agriculteurs du territoire. C'est pour ça qu'il a été choisi de travailler sur un indicateur intermédiaire qui était mesurable au niveau des parcelles agricoles, qui est le reliquat d'entrée hiver, qui lui permet d'apprécier le risque de lessivage de nitrate dans la nappe et qui pourrait faire que je ne vois pas, c'est sur quel lien ne soit pas atteint. Sachant que le syndicat d'eau vise 37,5 mg par litre au captage. Super. À partir de là, il y a une discussion qui s'est opérée entre le syndicat d'eau et les agriculteurs pour définir les différentes situations qui pouvaient être travaillées au regard des assolements présents sur le territoire. 3 situations ont été retenues, que vous avez à l'écran. Et pour chacune des situations agronomiques sur lesquelles il convenait de maîtriser l'azote à l'automne, un objectif environnemental a été défini en fonction des capacités d'action des agriculteurs et en fonction des résultats attendus en matière de qualité d'eau au captage. Une fois que ces objectifs environnementaux ont été définis pour chacune des situations agronomiques, il s'agit après de définir le montant de la rémunération dont peuvent bénéficier les agriculteurs selon les différentes situations. Là, un système d'enchères a été mis en place pour essayer d'évaluer le montant qu'étaient prêts à recevoir les agriculteurs en échange de leur fourniture de services. Des montants ont été ainsi définis, permettant ainsi pour chaque situation, selon que l'objectif est atteint ou pas, de rémunérer ce service auprès des agriculteurs. Depuis 2019, le territoire donc, fait l'objet de ces mises en place de paiements pour services environnementaux. On est sur un territoire de 6 000 hectares avec 80 agriculteurs, l'objectif étant d'atteindre 80% de la surface engagée. En 2020, nous en sommes à 65%, avec des atteintes d'objectifs qui sont globalement atteints, puisqu'on est en majorité sur des objectifs inférieurs aux objectifs environnementaux visés, et donc qui ont pu déclencher un paiement, sachant qu'un bonus collectif a été en plus ajouté à la rémunération, de manière à rémunérer les surfaces engagées, et c'est au prorata des surfaces engagées, de manière à inciter un maximum d'agriculteurs à s'engager dans la démarche. Merci à vous deux, si vous m'entendez. Nous avons vu en quoi consiste un PSE. Maintenant, je vous propose de nous rapprocher un peu plus de Châlons et d'aller voir des acteurs du territoire qui sont en train de construire leur propre projet de PSE. Et je vous propose de vous intéresser à un projet local à travers l'expérience de la communauté de communes de la Moivre à la Colle qui gère le captage de Somvel. Pour en parler, nous avons Noël Voisin-Dilacroix, qui est vice-président de la communauté de communes, Anaïs Delbar, qui est animatrice captage à la Chambre d'agriculture de la Marne, et Jean-Marie Delannery, qui est exploitant agricole sur l'aire d'alimentation de captage de Somvel. Ces personnes étant interviewées par Anne-Louise. Voilà, je vous propose de vous retrouver après cette interview. Notre motivation, la motivation de la communauté de communes, c'est donc de servir de l'eau le plus potable possible. Et sur cet espace, c'est donc 3200 habitants concernés, donc presque un tiers de notre population. Et à ce jour, le puits de Somvel délivre des taux de nitrate supérieurs à 50 mg. Mais ça n'est pas nouveau, et devant l'urgence du problème, une station de traitement a été mise en place, et aujourd'hui, elle fonctionne. Mais comment dirais-je, on est dans le curatif, on n'est pas dans
de préventif. Et on a une charge financière à assurer et en même temps des déchets à éliminer. Donc la démarche, c'était de, comment dirais-je, de diminuer le taux de nitrate de l'eau brute, puisque nous la traitons en aval, et de comment dirais-je, de viser un taux de nitrate vers les 37 mg par litre. Sachant très bien que cet engagement va être sur un temps assez long, sur un temps, on estime presque une quinzaine d'années, au moins. Donc il faudra s'engager. Et comment s'inscrit en fait le paiement de service environnemental dans votre stratégie globale par rapport à l'eau potable? Au niveau de la politique commune, on a lancé 3 objectifs. Donc la mandature, parce que c'est pas pour une année, bien évidemment. On a lancé donc le PSE sur le puits de Sommeil. On a tourné une étude d'aire de captage sur le puits de Marson. Et on a lancé une étude patrimoniale sur tout le réseau et tous les puits, toutes les stations d'alimentation en eau de notre population. Donc le PSE s'inscrit dans ce schéma. Donc c'est quelque chose qui va nous aider à travailler sur la durée, à maîtriser le mieux possible la qualité, surtout de notre eau. La quantité, théoriquement jusqu'à maintenant, nous n'avons pas de problème de quantité, mais nous avons beaucoup de problèmes de qualité. Il y a des puits qui ont été fermés, qui ont été à cause de pollution, pollution à l'azote ou à d'autres. Et donc voilà, ça s'inscrit dans ce schéma-là. La Chambre d'agriculture anime ce territoire d'un point de vue agricole. Comment s'insèrent les paiements pour services environnementaux au sein de cette animation? Pour nous, la construction d'un dispositif PSA, c'est vraiment l'opportunité de mobiliser un outil qui va être adapté au contexte local. Donc, quand je dis contexte local, déjà l'enjeu environnemental au captage, la qualité de l'eau. Donc, plus que de la préservation, il est vraiment sur des enjeux d'amélioration de la qualité de l'eau, réduire les teneurs en nitrate au captage. Et puis aussi prendre en compte l'animation qui a été mise en place sur le territoire depuis plusieurs années, parce qu'on a des agriculteurs qui se sentent concernés, qui sont impliqués dans cette démarche de protection. Et avec l'appui de l'accompagnement collectif qui est mené sur le territoire, ils ont pu déjà identifier des pratiques qui sont favorables pour réduire les pertes azotées. Ça, c'est un élément important. Ok, très bien. Donc, M. Delameric, Agnès Départ parlait notamment de l'implication des exploitants agricoles. Est-ce que vous pouvez peut-être nous en dire un peu plus sur le rôle et puis l'intérêt pour les exploitants agricoles de s'intégrer à cette démarche? Oui, donc effectivement, les agriculteurs étaient bien conscients que depuis plusieurs années, il y a un impact sur le captage. Et vis-à-vis de l'animation qui en est faite, on a pu comprendre un peu mieux les choses et du coup être assez constructif dans les objectifs à atteindre demain dans ce cadre du PSE pour pouvoir obtenir, comme l'évoquait M. Voisin, un objectif sortie de captage en eau brute à 37,5. Et l'outil en lui-même de paiement pour service environnemental, en quoi il est particulièrement intéressant? Il est intéressant déjà par la façon dont il se construit lui-même. C'est par le contact avec la Chambre d'agriculture que ça nous permet de construire au fur et à mesure les objectifs et vraiment de suivre, puisque ça fait depuis plusieurs années qu'on a mis en place déjà certaines choses, certaines pratiques sur nos exploitations pour réduire le taux de nitrate et surtout le taux de cas début drainage, que c'est intéressant dans la phase de construction. Merci à tous de votre témoignage. J'espère que vous avez compris ce que sont ces paiements pour services environnementaux et tout l'intérêt que ça peut avoir, certainement dans le futur, pour mettre en œuvre et atteindre des objectifs qui sont fixés par le SDAGE. C'est un outil auquel nous croyons certainement et que j'espère qu'il sera mobilisé de plus en plus pour répondre à un certain nombre d'enjeux. Je vais repasser la parole à Anne Saint-Paul qui va nous expliquer le lien entre cet exemple et le projet de SDAGE.
Donc là, on a bien compris en quoi consistaient les paiements pour services environnementaux. Donc ça fait le lien avec la grande orientation fondamentale 2 du SDAGE. Et donc plus précisément, on va illustrer ça avec les dispositions. Donc d'une part, la disposition 2.3.2 qui concerne la couverture des sols en automne pour contribuer à atteindre les objectifs du SDAGE. Donc en fait, dans le cadre de la lutte contre les pollutions en nitrate. Donc, cette disposition nous explique que les programmes d'action régionaux nitrates, donc, qui s'appliquent en zone vulnérable au nitrate, doivent être compatibles avec le SDAGE. Et donc, le SDAGE leur demande de rechercher l'optimisation de la couverture des sols en automne afin de limiter en fait, la lixiviation de l'azote vers les cours d'eau et vers les nappes souterraines également durant l'hiver. Donc, ainsi, les agriculteurs et le conseil agricole sont invités à poursuivre l'expérimentation des couvertures du sol qui permet d'améliorer ce piégeage des nitrates. Et les financeurs, eux, encouragent ces expérimentations et évaluent les résultats dans la mesure où elles sont susceptibles en fait, d'aller plus loin que la réglementation et tout en respectant bien sûr les objectifs du SDAGE. Et donc, l'outil à disposition des financeurs, c'est notamment la mise en place de ces paiements pour services environnementaux. Et donc, la deuxième disposition qui illustre cet exemple de paiement pour services environnementaux, c'est la disposition 2.1.6 qui concerne l'objectif de couvrir la moitié des aires de captage en culture bas niveau d'intrants, et notamment en agriculture biologique d'ici 2027. Donc, ainsi, les collectivités territoriales et leurs groupements, qui sont compétents en gestionnaire de captage, doivent accompagner en fait, les agriculteurs qui cultivent des parcelles en bas niveau d'intrants sur les aires d'alimentation de captage sur le plan économique. Donc, par exemple, encore une fois, via le système de paiement pour services environnementaux. Je vais poser la première question à Jean-Baptiste, même si je lui ai demandé de ne plus intervenir. Donc, on parle ici des moyens à mettre en œuvre pour protéger les captages, mais est-ce que tous les captages sont concernés finalement ? Merci Nicolas pour votre question. Désolé d'être obligé de vous répondre, donc d'apparaître encore à l'écran, ça va lasser l'auditoire, mais bon, tant pis. Donc oui, les cibles sont les captages. Il y a deux types de cibles. Il y a les captages prioritaires et il y a ce qu'on appelle les points de prélèvement sensibles. Donc, les points de prélèvement sensibles qui sont ouverts à la consultation, hein, d'ailleurs, la liste figure dans le SDAGE. En fait, ils ont été choisis parmi les 4500 points de prélèvement qui sont utilisés pour l'alimentation en eau potable du bassin. Et 1413, pour être précis, ont été jugés sensibles parce qu'ils présentent des risques de dépassement des normes sanitaires sur les eaux brutes prélevées pour fabriquer l'eau potable, notamment en raison de présence de pollution diffuse. Donc les captages prioritaires, qui certains sont sensibles, sont au nombre de 378. Là, en revanche, c'est une liste qui a été établie par les différents ministères et qui est intangible. Enfin, on ne peut plus la modifier. Et cette liste a été établie d'abord suite à la loi Grenelle 2, enfin, qu'on appelle les captages Grenelle. Une partie des captages sensibles qui ont un plan d'action en cours. Et puis d'autres critères qui permettent de hiérarchiser ces autres captages sensibles. Donc voilà, je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail, mais grosso modo, ceux qui ont un caractère stratégique ou qui ont une contamination par les nitrates ou les pesticides. Merci Jean-Baptiste, merci de l'effort de revenir avec nous. J'aurais certainement peut-être encore une autre question, alors reste bien là. L'autre question que je voulais poser, je vais la poser à Daniel. Quel maître d'ouvrage finalement a vocation à mettre en œuvre ces actions et sont-ils bien mobilisés ? Alors, merci pour cette question, puisque comme on a vu, le cas des PSE est un sujet important et un sujet d'avenir d'ailleurs. Ces PSE sont d'abord destinés
ou en tout cas doivent d'abord être portés par les collectivités en charge de la distribution et des services publics de distribution d'eau potable. Donc c'est d'abord les collectivités qui sont en première ligne sur ces thématiques. Alors ça peut être le syndicat, ça peut être un EPCI, mais évidemment ils ne seront pas seuls pour conduire ce type de projet, puisqu'en fait les PSE se bâtissent sur un triptyque qui réunit d'abord la collectivité, mais également les professions agricoles représentées et souvent accompagnées localement par les chambres d'agriculture, et puis l'agence de l'eau qui sera à leur côté pour bâtir le projet, déterminer les bons objectifs, les bons indicateurs, et de déterminer ensuite le niveau de rémunération. Mais c'est bien la collectivité qui porte le dispositif, puisque c'est également elle qui sera en charge de reverser les aides dont on a parlé tout à l'heure, puisque ce ne sont pas des aides d'État qui sont versées par l'État, l'agence ou d'autres acteurs comme au titre de la politique agricole commune. Il s'agit ici d'une rémunération pour un service qui est rendu au bénéfice d'une cause qui est la protection et la qualité de la distribution en eau potable. Et donc, c'est la collectivité qui reste maître d'ouvrage du processus depuis sa conception jusqu'au moment du paiement de l'aide auprès des agriculteurs qui ont contractualisé auprès d'elle. Daniel, je vous remercie. Alors peut-être une dernière question, comme on a un tout petit peu de temps et on a récupéré le retard que nous avions eu. Une dernière question à Jean-Baptiste, avant qu'il nous quitte cette fois-ci. Où en sommes-nous en termes de protection finalement de ces captages? Est-ce qu'on ne risque pas finalement d'être un jour rattrapé notamment par l'Union européenne pour un retard dans la mise à protection dans la protection de ces ouvrages? Alors, tout ça n'est pas une science exacte, donc je ne saurais pas dire si un jour on sera rattrapé par l'Union européenne et si les efforts que chacun consent suffiront à atteindre ces objectifs. En 2019, il y avait seulement 55% des captages prioritaires, donc la moitié de ces 378, qui faisaient l'objet d'un plan d'action pour leur protection et leur restauration, soit environ 169 aires d'alimentation de captage qui sont dotées d'un programme d'action, et dont 87 ayant un programme d'action mis en œuvre depuis au moins 5 ans. Voilà, donc ce sont des chiffres. Après, sur l'ensemble de ces aires d'alimentation de captage qui ont des programmes d'action qui sont mis en œuvre depuis un certain temps, les effets constatés sur l'occupation du sol ne semblent pas suffisants pour permettre une amélioration durable de la qualité de l'eau à l'échelle globale du bassin. Cependant, ces résultats masquent des particularités locales qu'il faudrait étudier plus en détail. Voilà, donc je n'ai pas de réponse véritablement précise pour le secteur des vallées de Marne, mais voilà grosso modo où on en est.